initiatives. Moi-même, j'ai été membre avec un certain nombre de chefs d'État, anciens chefs d'État africains, dans une initiative qu'on appelle AGDRIL. C'est une initiative pour le debt relief, donc l'allègement de la dette. Dans l'allègement, il peut y avoir une partie d'annulation, dans l'allègement, il peut y avoir du rééchelonnement, il peut y avoir beaucoup de choses, mais je crois que ce mouvement des idées est déjà engagé. Il faut que la problématique de la debt burden, c'est-à-dire du fardeau de la dette, soit quand même traitée, puisque tout le monde y gagne, et je pense pays développés comme pays en développement. Donc nous allons veiller en tout cas à mettre sur la table ces sujets. Merci Madame la Présidente. Thank you. I now give the... Merci. Je donne la parole au Mali, au nom du groupe des États africains, puis au Malawi et au Palaos. Merci Madame la Présidente. J'adresse une chaleureuse bienvenue au Président Macky Sall. Monsieur le Président, je vous remercie pour la présentation de votre vision stratégique pour le poste de secrétaire général. Au nom du groupe africain, je souhaite poser les questions spécifiques suivantes. Sur la paix et la sécurité, l'absence de l'Afrique et la catégorie des membres permanents du Conseil de sécurité traduit une injustice historique qui doit être réparée. Cette situation interroge sur la légitimité des décisions de cet organe principal de la Charte sur les questions essentielles concernant notre continent. Quelle est votre appréciation de la position africaine commune sur la réforme du Conseil de sécurité et comment comptez-vous utiliser l'autorité et l'influence du bureau du secrétaire général pour faire avancer les négociations intergouvernementales sur cette question? Ensuite, nous avons la résolution 2719 du Conseil de sécurité qui a créé un cadre permettant aux opérations d'appui à la paix dirigées par l'Union africaine de bénéficier des contributions statutaires des Nations unies pour la mise en œuvre de cette résolution importante. Cependant, la mise en œuvre de cette résolution reste dans une impasse. Quelle est votre approche de la troisième revue annuelle et comment comptez-vous prendre en charge cette absence continue de volonté politique? Sur la question du développement, comme vous le savez, Monsieur le Président, le développement devient une priorité de premier rang pour l'Afrique. Quel lien faites-vous entre les agendas 2030, 2063, le pacte pour l'avenir, ONU 80, le partenariat entre l'Union africaine et les Nations unies, et que comptez-vous faire pour assurer le soutien continu des Nations unies au cadre de développement défini et adopté par l'Afrique? Quelles actions concrètes comptez-vous poser pour faire avancer la réforme des institutions financières internationales, y compris l'amélioration de la représentation de l'Afrique au sein de ces institutions, sans oublier, vous venez de le dire, les agences de notation et les systèmes biaisés d'évaluation s'agissant de l'Afrique? Comment comptez-vous assurer que les mécanismes de financement du climat, notamment les fonds pertes et dommages, soient accessibles aux pays africains et convenablement financés? Quel programme du secrétaire général actuel pour l'Afrique allez-vous maintenir et renforcer? Je vous remercie. Je remercie le représentant du Mali qui s'est exprimé au nom du groupe des États africains. Je vous avais parlé. En représentant du Mali, je voudrais vous dire toute la solidarité que j'ai pour le peuple malien et les peuples du Sahel qui en ce moment fait face aux conséquences du terrorisme international. Et pendant de nombreuses années ici devant la tribune des Nations Unies, nous avons plaidé pour que le Conseil de sécurité puisse prendre des mesures d'accompagnement et que nous ne devons pas laisser les seuls pays engagés au front face au terrorisme. Aujourd'hui, nous le savons, l'Afrique devient le ventre mou dans la lutte contre le terrorisme international. Or, il faut une action collective et c'est le rôle du Conseil de sécurité d'assurer la responsabilité de la paix et de la sécurité mondiale. Je voudrais, profitant de votre question, rendre un hommage aux casques bleus tombés au champ d'honneur. Depuis la création, c'est plus de 4000 membres des casques bleus qui sont morts au front. Aujourd'hui encore, on a eu des décès. Nous savons que ces missions sont délicates
sont difficiles. Souvent, les moyens ne suivent pas la nature des conflits, évidemment, mais nous devons saluer le rôle de l'ONU depuis 1948, où la première mission qui était l'ONU-ST, l'organisme des Nations Unies, chargé à l'époque de la surveillance de la trêve jusqu'à nos jours. L'ONU est présente sur le théâtre des opérations à travers le monde et dans tous les continents. Nous avons en Afrique 5 missions présentement qui sont sur le terrain, mais également en Asie et Pacifique, une mission, en Europe et en Asie centrale, 2 missions, au Moyen-Orient, 3 missions. Tout cela montre l'importance que nous devons accorder à cette maintien de la paix. Il faut accentuer la prévention des conflits et il faut surtout assurer une meilleure coordination entre l'ONU et les organisations régionales. Et vous avez bien fait de citer la résolution 2719 qui définit un cadre et je pense que c'est une bonne approche de ce que l'ONU doit faire. C'est-à-dire s'appuyer principalement sur les organisations régionales. Avec l'Union africaine pour ce qui nous concerne, ce qui concerne l'Union africaine, avec l'Union européenne, avec les autres organisations régionales, cela permettrait d'être plus efficace sur le terrain et parfois même de dépenser moins. Donc je crois que si je suis élu, travailler très étroitement avec l'Union africaine pour la mise en œuvre de la résolution 2719, mais travailler également pour qu'il y ait une convergence entre l'agenda 2030 de l'ONU, l'agenda 2063 de l'Union africaine, mais également le pacte de l'avenir qui est déjà un pacte pour l'ensemble du système onusien. Et enfin, nous travaillerons sur le financement du climat qui reste un défi. Parce que depuis l'accord de Paris, vous savez qu'il y a eu des efforts à un moment donné et il y a un reflux. Ce reflux, aujourd'hui, se constate sur la baisse des financements climatiques. Les pays ont défini ce qu'on a appelé le JETP, Just Energy Transition Partnership. Et ça, c'était une manière de contourner l'absence de financement concessionnel et que chaque pays membre qui était un pays engagé pour l'adaptation devrait revoir un peu ses engagements nationaux et serait accompagné pour le financement de l'action climatique. Je pense que ces JETP doivent pouvoir se poursuivre. Je veillerai à ce que les pays engagés dans cette voie aillent pour une transition climatique qui soit juste et équitable. Je vous remercie, madame. Je donne la parole au Malawi, au nom des PMA, puis au Palaos et au Kyrgyzstan. Madame la Présidente, Monsieur Macky Sall, j'ai l'honneur de m'exprimer au nom du groupe des pays les moins avancés. Les pays reconnus comme étant les plus vulnérables au plan structurel et pourtant les pays les plus en retard dans les ODD. Nous nous félicitons de ce processus transparent et inclusif pour la sélection et la désignation du prochain de la prochaine secrétaire générale. Monsieur Sall, le prochain secrétaire ou la prochaine secrétaire générale doit réinsuffler la confiance dans un système multilatéral en proie à des problèmes, atteindre les ODD et doit garantir qu'aucune pression politique ne peut affaiblir l'appui de l'ONU. Nous demandons, Monsieur Sall, de nous faire part de vos observations sur les questions suivantes qui reflètent les grandes préoccupations et les attentes aussi des pays les moins avancés. Tout d'abord, première question. Si vous veniez être élu secrétaire général, quelles mesures concrètes prendriez-vous pour rétablir l'ONU en tant qu'instance principale chargée des questions de paix et de sécurité, de développement, de financement, et que feriez-vous pour que les PMA demeurent autour de la table des négociations pour avoir une influence sur les décisions au lieu de rester en marge? Deuxième question. Quelle sera votre approche stratégique pour la mobilisation de financement prévisible à taux préférentiel pour les PMA, notamment issus de capitaux privés, d'investisseurs privés, et comment allez-vous réorienter le système de développement des Nations Unies pour que l'appui au PMA soit possible pour atteindre les ODD et que cela soit une priorité visible à tous les niveaux, notamment au niveau des bureaux de pays? Troisième question.
Les limites financières sont nombreuses pour l'instant. Comment garantirez-vous que les ressources et que l'appui consacré au PMA, notamment les mécanismes de l'ONU en faveur des PMA, sont renforcés et protégés au lieu de subir des réductions, et quelles mesures spécifiques mettrez-vous en œuvre pour renforcer l'appui des PMA en dépit des coupes sombres? 4. L'ONU connaît des défis sans précédent à l'intérieur et à l'extérieur. Quelle approche stratégique choisirez-vous pour réinsuffler de la vie au pays du développement de l'ONU, pour parvenir à une transformation à l'échelle du système en faveur des PMA, en garantissant que les promesses de la Charte des Nations Unies se traduisent en des résultats tangibles sur le long terme pour les personnes les plus laissées en marge? Je vous remercie. Je remercie la représentante du Malawi au nom du groupe des PMA, M. Sall. Merci Madame la représentante du Malawi et représentante aussi du groupe des pays les moins avancés. D'abord, c'est un regroupement très important qui a été mis en œuvre à travers le programme d'action de Doha, qui est un programme qui constitue un cadre stratégique, surtout pour les pays les moins avancés dans la période 2021-2031. Donc 2022-2031. Donc c'est une décennie avec un cadre qui est défini. Je pense qu'il faudra activer ce cadre, travailler étroitement avec tous les pays membres de ce regroupement, mais aussi travailler avec les pays partenaires pour que le financement du développement, justement, puisse lever toutes les contraintes qui ont été évoquées tantôt. Alors, quelles mesures, en tant que secrétaire général, je compte prendre pour que l'instance principale de traitement de la paix soit l'Organisation des Nations Unies? Je pense que le secrétaire général, comme je l'ai dit, il a sa volonté et il va travailler avec les États membres. Il va travailler aussi avec les pays qui sont partie prenante des conflits et travailler surtout avec les pays qui aujourd'hui agissent également pour trouver des solutions. C'est le cas du Pakistan aujourd'hui. Des actions comme ça doivent être accompagnées par l'ONU, mais on ne peut pas ne pas avoir l'organisation autour de la table sur les questions qui concernent la sécurité mondiale ou la paix mondiale. Donc je crois que là-dessus, nous travaillerons étroitement et diplomatiquement avec tous les pays afin que l'organisation revienne au centre de tous ces conflits. Sur les financements des capitaux, je crois que pour les capitaux privés, nous devons trouver une parade. Ce qui bloque les fonds privés, c'est la question principale de l'assurance risque sur l'investissement. Donc si nous travaillons avec les parties prenantes, les institutions de Bretton Woods, les pays partenaires, pays bailleurs comme pays emprunteurs, nous pourrons mobiliser un certain nombre de financements qui prendront en charge, ou en tout cas qui vont atténuer les primes de risque qui renchérissent en fait les crédits. Si cette question est bien traitée, je pense que ce soit les PMA ou les pays qui sont un peu mieux nantis, pourront trouver les ressources nécessaires sur le marché. Donc aujourd'hui, l'implication du secteur privé dans le financement du développement est devenue incontournable. Maintenant, il faut voir comment le secteur privé pourra intervenir et comment assurer et mitiger le risque sur les financements privés. Je crois que c'est ce que nous avons déjà évoqué. Les limites financières, évidemment, la réforme ne doit pas fragiliser les missions principales de l'organisation, surtout on l'a dit, sur la paix et la sécurité, sur les droits humains et sur le développement. Donc il faut qu'il y ait un équilibre et qu'ensemble, avec les États membres, qu'on puisse regarder est-ce qu'au-delà de ce qui a été la seule façon de financer l'organisation, en dehors des cotisations statutaires et des contributions volontaires, est-ce que nous devons explorer d'autres sources de financement? Je crois que tout cela pourra être sur la table. Je vous remercie, madame. Merci. Je donne la parole au Palaos, au nom de l'Alliance des petits États insulaires, puis ce sera au tour du Kirghizistan et ensuite de l'Égypte. Madame la Présidente,
Merci d'avoir convoqué ce dialogue important. Je remercie M. Macky Sall